Alors, les trois intervenants et intervenantes que je vais vous présenter maintenant, qui travaillent chacun et chacune dans des angles différents, justement c'est la richesse, j'espère, de la complémentarité des approches qu'ils peuvent apporter. On va commencer avec Julia Steinberger, qu'on ne présente plus, qui est, mais que je vais présenter quand même en 30 secondes, qui est co-rédactrice du troisième rapport, je crois que c'est le rapport spécial du GIEC, on a même mis rapport 2 fois, chercheuse en économie écologique. Elle sera suivie de Manuela Catani, à côté de moi, qui est ancienne co-secrétaire générale du site et qui s'est transformée, si je peux me permettre, en militante climat, mais tout en gardant la question de l'articulation entre les luttes par rapport au travail et les luttes par rapport à la question écologique. Et puis Thibaut Schneeberger, qui est coordinateur d'Active Trafic, activiste climat, mais qui est engagé, qui est vraiment cheville ouvrière de beaucoup de luttes, notamment par rapport à la question de la mobilité, mais aussi de l'aménagement urbain par le biais d'une initiative qu'il a largement contribué à porter et à déposer. Voilà, donc je vous remercie, je donne la parole déjà à Julia et pour une première présentation. Ok. Ah ouais, ok, carrément. Comme ça, je peux me balader, puis c'est plus simple, parce qu'autrement, je vais tout le temps être en train de regarder, et puis ça va pas le faire. Alors, donc, on a eu les nouvelles un peu plus tôt cette année qu'on est en train de dépasser beaucoup de limites planétaires. Donc ici, on voit en gros, quand c'est rouge et encore pire violet, c'est qu'on est très loin au-delà de ce qu'on devrait être. Et on voit que par exemple, le réchauffement climatique, des fois on s'étonne qu'il ne soit pas plus loin. Ça, c'est si on s'arrêtait tout de suite d'émettre quoi que ce soit. Donc notre trajectoire actuelle, elle nous mène très loin là-dedans. L'intégrité de la biosphère, c'est-à-dire la biodiversité, les flux biogéochimiques, les nouvelles entités, etc. Donc on est en train de dépasser de beaucoup les limites planétaires. Et en particulier, on est en train de le faire, on est en train de changer la stabilité du système Terre d'une manière très dangereuse et bien plus rapide que ce qui a été fait auparavant. Et puis ça, est-ce que je vais m'embêter à vous l'expliquer, mais je pense que c'est juste intéressant de réfléchir à ce qu'on est en train de faire dans la planète dans le long système temps. Alors ici, on a la température, ça c'est le zéro de l'ère pré-industrielle, donc plus 5 degrés, plus 10, plus 15, moins 5, etc. Et puis là, on est des dizaines de millions d'années en arrière, donc 60 millions. Ici, on est 5 millions, donc l'échelle temps, elle est un peu bizarre sur ce graphique. Là, on a des centaines de milliers, et puis là, on a l'ère actuelle et dans l'avenir projeté de la planète. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on vient de sortir d'une ère tiède et stable qui était très bien, qui s'appelait l'Holocène, où on a développé l'agriculture et tout ce que l'écriture, tout ce que les humains ont pu, les villes, tout ce que les humains ont fait, qu'on connaît maintenant plus ou moins comme civilisation, c'était pendant cette ère extrêmement tiède et stable de l'Holocène. Une stabilité incroyable où la température, elle est restée à l'intérieur de 1 degré de variabilité. Et puis, on est en train d'en sortir d'une vitesse grand V. Et bon, là, vous voyez, par exemple, on a eu les ères glaciaires, que je ne vous recommande pas, c'est assez nul, les ères glaciaires. Mais dans le passé plus lointain de la planète, on était à des températures beaucoup plus élevées. Donc en fait, le réchauffement climatique, c'est aussi une machine à remonter dans le temps de la planète, dans le passé lointain. Et actuellement, nous vivons dans une atmosphère et un climat projeté que l'espèce humaine n'a jamais connu. Donc l'espèce humaine, on est assez jeune en fait, on n'a que 250 000 ans. Le genre humain homogène, c'est qu'environ 2-3 millions. Donc là, on est déjà on est déjà dans des eaux. Par exemple, sur notre trajectoire actuelle, d'ici 2030, on a remonté l'échelle du temps de 3 millions d'années. Et ça fait un changement très extrême, très rapide, et qui ne correspond pas à une planète qu'aucun être humain n'a jamais connue. Et puis ça peut devenir bien pire. Alors, et puis l'autre point là-dessus, ce qui est important, c'est qu'on est en train de changer la planète avec une rapidité qui est sans précédent. C'est non seulement sans précédent pour nous, mais la vitesse de changement est sans précédent. Et c'est pour ça qu'on voit des forêts mourir, prendre feu, etc. C'est parce qu'on est en train de changer les écosystèmes. On pense que la nature peut s'adapter, que le vivant peut s'adapter, mais c'est pas vrai, pas à cette vitesse-là. À cette vitesse-là, c'est hors de question. Donc là, on a un grand problème. Alors ça, c'est juste de nouveau pour vous montrer cette zone de température tiède et stable de l'Holocène.
Là, on est en 1860 et, actuellement. Et puis, ça c'était en 2022. Et puis, manque de bol, 2023, je crois que ce sera plutôt vers là. Donc 2023 a sauté tous les records. Donc on est vraiment dans des extrêmes. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sorti de l'Holocène, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était autour de 2015. Donc en 2015, on pouvait dire qu'on était encore dedans. Donc on est vraiment en train de sortir à vitesse grand V et d'une manière qui choque nos écosystèmes dont nous dépendons entièrement pour vivre. Alors, c'est la faute à qui? C'est la faute aux industries fossiles. Et un truc qui est très important de comprendre avec les industries fossiles, c'est qu'ils savaient exactement quel était l'avenir qu'ils nous préparaient. Il y a une étude qui est sortie malheureusement que ce printemps, enfin qu'au mois de janvier, de Jeffrey Supran et collègues dans Science, dans la revue Science, et qui démontre en fait que les modèles climatiques d'Exxon étaient meilleurs que les modèles climatiques du GIEC. Donc ils ont pu comparer les modèles climatiques d'Exxon et qui est actuellement ExxonMobil et les modèles du GIEC. Ils ont pu remarquer que Exxon ils avaient des meilleurs modèles que le GIEC. Ça c'est juste un graphique mais qui montre ici vous avez le CO2 qui augmente, ici vous avez la température qui augmente, et ce qu'on peut voir c'est que là on était en 1980 quand ils ont publié, enfin ils n'ont pas publié cette étude, ils l'ont gardée pour eux, mais quand cette étude a été écrite ou rédigée, et puis on peut voir qu'à 40 ans d'intervalle, c'est plus ou moins là, on est plus ou moins en train de faire ça. Ils n'ont pas prévu la chute de l'URSS par exemple qu'on voit là, c'est ça qui fait dévier un petit peu, mais nous sommes, si vous aviez jamais fait une étude où vous étiez si bon que ça à 40 degrés, à 40 années dans l'avenir, vous serez très très fiers. Et les scientifiques qui ont fait ça, ils étaient très très fiers de leur travail, et ils pensaient que grâce à leur travail, Exxon allait changer de cap. Mais c'était sans compter avec le capitalisme en fait. C'est-à-dire qu'une compagnie pétrolière est une compagnie pétrolière, elle tient à son pétrole. Donc on n'enseigne pas à un tigre de changer ses tâches. Et ce que ça veut dire, c'est que donc, autour de 1980-1990, les compagnies pétrolières ont commencé à virer leurs équipes scientifiques parce qu'elles étaient absolument convaincues de ce qui allait se passer. Et elles se sont lancées à coût de millions et de millions et de millions de dollars dans la désinformation industrielle, autrement appelée le déni climatique ou le climato-scepticisme. Et ce qui nous prépare pour aujourd'hui. Ok. Alors, d'où viennent ces émissions? On a plusieurs sources. Là, je vais passer assez vite. Alors là, on a un petit peu les parts différentes. On voit que toutes les parts, plus ou moins toutes les parts augmentent. Donc un tiers des systèmes énergétiques, un tiers de l'industrie, un tiers de l'industrie, un tiers des systèmes énergétiques, un quart de l'industrie, un cinquième des systèmes agricoles, et là seulement 14% pour le transport. Mais en fait, beaucoup du système énergétique et de l'industrie sont en fait pour le transport. Et là, c'est là où je vais passer. Donc, il faut agir urgemment. Alors, ça, c'était pas mon rapport du GIEC, c'était le groupe de travail d'eux, sur les impacts, qui dit n'importe quel délai supplémentaire va manquer une brève fenêtre d'opportunité qui se clôt rapidement pour avoir un avenir survivable et durable pour tous. Donc c'est quand même, pour que les scientifiques s'expriment de cette manière-là, il faut que ce soit assez grave, et c'est en effet assez grave. Alors, le premier fait dont j'aimerais vous parler pour comprendre en fait ce qui se passe dans notre système, c'est l'inégalité. Alors nous avons une énorme inégalité internationale d'émissions et aussi intranationale. Et là, c'est un résultat qui montre à l'intérieur d'un seul pays, le Royaume-Uni, où vous voyez, alors là ce sont les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, et vous voyez que la part de logement est assez équitablement distribuée, parce que le Royaume-Uni est un pays de fous dingues, où les plus pauvres, ils doivent chauffer à fond parce qu'ils ont des logements qui sont absolument insalubres, simplement pour vivre, et puis que les plus riches peuvent se payer des rénovations. Ouais, c'est pour ça que c'est pareil, en gros. Et vous voyez l'inégalité donc ça c'est l'empreinte énergétique, et vous voyez l'inégalité, elle commence à se développer avec le secteur du transport, donc c'est-à-dire les vols en rouge, la voiture en espèce de rose, rose-orange, et vous voyez que, et ça c'est quelque chose qu'on voit au niveau international aussi, le logement, l'énergie pour le logement, le refroidissement, le réchauffement,
Et l'utilisation de l'électricité, c'est quelque chose d'assez équitablement distribué. Ça veut dire que les personnes qui le consomment parce que c'est une nécessité pour vivre de manière digne. Les gens les plus pauvres au monde, ils ne sont pas en train de consommer cette énergie-là parce qu'ils en ont envie. C'est pas parce que c'est fun, c'est parce que c'est nécessaire pour la santé, pour les tâches de tous les jours, pour bien vivre en gros. Par contre, dès que les plus riches, dès que les gens ont plus d'argent, ils le surdépensent, ils le dépensent de manière surproportionnelle dans le transport. Et en Suisse, on le voit en particulier dans notre parc automobile, qui est le pire parc automobile d'Europe, en CO2 par kilomètre. Parce que nous sommes riches et que nous pouvons nous payer des grosses voitures. Voilà. Donc, et ça, c'est clair que l'inégalité, ça devient quelque chose de vraiment extrêmement important au niveau des crises planétaires, parce que les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions. Donc les 10% les plus riches au monde sont responsables de la moitié des émissions. Ça veut dire qu'on pourrait faire beaucoup simplement en limitant la consommation des plus riches. Bien sûr, les 10% les plus riches, c'est quand même... je vais me tromper dans les chiffres, ça va être la honte. C'est combien de personnes au niveau international? Si on est environ 8 milliards, c'est 800 millions, c'est beaucoup de monde. Et dont la grande, on va dire en tout cas la moitié de la population suisse, y compris beaucoup de personnes dans cette salle, sont probablement dans ce 10% les plus riches au monde, donc qui contribueront de manière surdimensionnée à ce problème. Alors, pour essayer de faire un peu rapidement, alors, pour la première fois, le rapport du GIEC a défini quelque chose qui s'appelle la sobriété, donc qui était un concept connu avant. Mais la sobriété est définie par Yamina Saheb, qui est vraiment une des grandes experts dans ce domaine, qui a contribué à cette définition au GIEC, un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui évitent la demande en énergie, de matériaux, de terre et d'eau, tout en assurant le bien-être humain pour tous dans les limites de la planète. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que pour la première fois, dans les rapports du GIEC, on s'est posé la question de la surconsommation et de comment on pourrait faire pour y remédier, c'est-à-dire avec ce genre de politique de sobriété qui permettent de vivre bien, tout en réduisant la consommation de ressources physiques. Et parce qu'avant, ça, c'était un petit peu un tabou. L'idéologie, c'était toujours qu'il fallait plus pour vivre bien. Et pour la première fois, peut-être qu'on aurait dû s'y prendre plus tôt, mais ça, c'était la première fois où on a pu le faire. C'est dans ce rapport-là qui est sorti déjà en 2022. Un autre point, c'est qu'on a pu modéliser l'énergie nécessaire pour vivre bien pour tous et pour toutes. Donc ça, c'est quelque chose, il y a tout un modèle là derrière, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des définitions de vie décente, et la vie décente, c'est pas le retour à l'âge des cavernes. À part si les cavernes, elles ont une machine à laver la vaisselle, une machine à faire la lessive, une machine à sécher le linge, tout le monde a des téléphones, tout le monde a du Wi-Fi, des ordinateurs, des milliers de kilomètres personne par année. Donc c'est un minimum décent, c'est moins que probablement tout le monde dans cette salle consomme, mais c'est quelque chose qui correspond à ne pas avoir de déficience matérielle. C'est-à-dire que si vous étiez confronté à devoir vivre avec ce minimum décent, vous ne vous sentiriez normalement pas en déficience matérielle. Vous auriez toutes vos chances de vie. Vous seriez confortable. Et ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a justement calculé comment est-ce qu'on pourrait fournir ce minimum décent de vie avec des technologies super efficaces, mais qui existent actuellement, ou qui sont prévisiblement existantes, et ça correspond à 40% de notre consommation d'énergie finale actuelle, si c'est pour tout le monde sur Terre. Donc en fait, en théorie et dans la pratique technologique, il n'y a aucune contradiction entre un bon niveau de vie pour tout le monde, parce que là, on est en train de mettre fin, dans notre modèle en tout cas, de mettre fin à la pauvreté tout court. Donc on est vraiment en train de donner des bonnes conditions de vie à tout le monde, et on arrive à le faire avec la moitié de notre consommation d'énergie totale actuelle. Donc ça c'est très 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 irréaliste. Selon votre orientation politique,
c'est soit une utopie, soit un désastre. Si vous êtes pour l'inégalité, c'est un désastre. Si vous êtes pour l'égalité, c'est plutôt bien. Mais c'est très très loin de ce qui est actuellement le cas, mais c'est quelque chose qui serait techniquement possible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver? Alors ça, c'est la deuxième piste, c'est l'investissement. C'est un papier qui est de Jarmo Kijkstra et de son équipe qui est sorti en 2021. Ils ont montré l'investissement qui serait nécessaire au niveau global pour ce niveau de vie décent. Et cet investissement global correspond à grosso modo presque la moitié, non, un petit peu plus que la moitié de notre consommation énergétique annuelle. Mais ça pourrait s'étaler sur plusieurs années, donc pourquoi pas. Et ça se concentre principalement dans le secteur de l'habitat. Donc, il faut mettre le paquet dans le secteur de l'habitat. Il y a beaucoup de constructions à faire, par exemple, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un habitat qui leur permettent de vivre dignement. Donc, il y a beaucoup de constructions, mais aussi beaucoup de rénovations, de mesures d'efficacité, etc. Et regardez ce qui se passe après. Après l'investissement, l'habitat, la partie rose, en termes de consommation annuelle, ça devient tout rikiki. Donc ça c'est quelque chose, c'est en tournant, c'est-à-dire qu'on n'investit plus dans les routes, dans les bagnoles et tout ça, mais on devrait investir vraiment dans le secteur qui compte pour les gens, c'est le secteur du logement. Et si on investit à fond, on arrive à avoir un avenir qui est très 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 différent de notre avenir actuel, enfin de notre trajectoire actuelle. Il faut aussi beaucoup investir dans la mobilité, c'est-à-dire le transport en commun et autres investissements, y compris des routes, là il n'y en a pas, etc., ou des systèmes de transport. Ensuite, la mobilité prendrait quand même la part de Lyon. Je ne vais pas parler beaucoup plus de transport parce que je pense que Thibaut va en parler beaucoup et puis il aura raison. Je vais peut-être juste finir par dire que je pense que ce qu'il nous faudrait, c'est justement de la démocratie comme ce soir, mais aussi de la démocratie pas seulement représentative ou dans nos systèmes politiques actuels, mais une démocratie économique, c'est-à-dire on a un pouvoir actuellement nos politiques s'arrêtent à la lisière du marché. On a une idéologie du libre marché qui dit que nos politiques prennent des décisions jusqu'à ce que le libre marché soit là et que le libre marché on le laisse tout faire parce qu'il a des bonnes solutions pour nous. Donc ça c'est l'idéologie du libre marché. Et puis c'est très problématique, donc je pense que ça c'est quelque chose où il faudrait penser à étendre notre démocratie dans ce domaine, dans ces autres domaines. Et c'est aussi le sujet ce soir, j'espère. Et c'est aussi le sujet de notre prochain projet de recherche. On va essayer de réfléchir à ça de manière plus conséquente, mais on a très peu de temps. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup, Julia. La parole est à Manuela. Oui, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai plein d'idées, mais ma voix ne porte pas beaucoup, et en plus j'ai un gros rhume, donc voilà. En premier lieu, remercier Ensemble à gauche d'avoir choisi quelqu'un du site pour amener ce soir la contribution sur quelle lutte syndicale pour bien vivre dans un monde où on respecte les limites planétaires. Voilà, moi maintenant je suis retraité, j'ai été responsable syndical, maintenant je suis retraité, donc je me sens une liberté de ton plus importante que celle que j'avais il y a quelques années pour aborder cette thématique. Et c'est pourquoi je souhaite commencer par poser quelques constats. Les syndicats en Suisse, à Genève, dans le monde, sont encore insuffisamment présents et outillés pour participer pleinement aux luttes pour le changement de trajectoire et pour être des moteurs de lutte sociale d'envergure, lutte avec les salariés sur le terrain pour participer à impulser le changement de trajectoire. Le bilan de la contribution syndicale est à mon avis mitigé. Il y a des éléments forts, mais il y a aussi des lacunes, il y a des faiblesses, il y a des occasions ratées, et le but c'est d'en débattre pour améliorer ces éléments-là. Je souhaite citer un élément fort des luttes syndicales qui peut-être dans la salle vous paraît une banalité, mais ça ne l'est pas à mon avis. Cet élément fort, c'est l'inclusion de la question de la justice sociale dans l'accord de Paris. À son article 6, cet accord, qui a été ratifié par la Suisse et par beaucoup d'autres pays, il stipule clairement
que les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique doivent tenir compte des impératifs d'une transition juste pour la population active. Je souligne active, hein, c'est pas seulement la population en général, c'est aussi les gens qui travaillent et qui produisent. Et voilà, l'autre partie de cet article dit que dans la lutte contre le réchauffement climatique, il faut créer des emplois décents et de qualité qui correspondent aux priorités de développement des régions. Donc, l'inclusion de cette question sociale dans les accords de Paris n'est pas tombée du ciel. C'est parce que les syndicats internationaux et les syndicats européens, bien avant que les syndicats locaux aient pris conscience de ces questions-là, se sont battus dans le cadre de l'accord de Paris pour que la mention de la question sociale, elle apparaisse dans cet accord. Donc pour moi, ça c'est vraiment un élément fort. C'est le résultat d'un travail des syndicats. Ensuite, le deuxième élément fort, à mon avis, c'est les syndicats ont accepté en 2019 d'être bousculés par le mouvement des jeunes pour le climat et de commencer à se poser les questions et de soutenir ces mouvements-là. C'était pas couru d'avance. Ça s'est fait et à mon avis, ça a quand même son importance. À partir de là, de nombreux syndicats, au niveau international, au niveau national, au niveau local, développent et intègrent des thèses, des positions et des lignes et des résolutions en faveur des luttes contre le réchauffement climatique. Je prends comme exemple l'Union syndicale suisse dans son congrès il y a à peu près une année. Elle y a consacré 3 pages, bon 3 pages sur 250, franchement, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Au niveau local, évidemment, je souligne que le CID, le syndicat que je représente ce soir, y a consacré la totalité de son congrès il y a une année, et c'est pas rien, la totalité d'un congrès, parce qu'on a essayé d'approfondir, et si jamais ça vous intéresse, le résultat de cet approfondissement fait l'objet d'une brochure qui est présente là, sur la table, où on passe en revue quelles revendications syndicales pour lutter contre le réchauffement climatique. Travail Suisse a aussi consacré des thèses là-dessus, ça a son importance. La communauté genevoise d'action syndicale, je dirais, en lançant l'initiative 1000 emplois pour créer des emplois sociaux et des emplois écologiques, a fait un pas important. Maintenant, on connaît le succès ou l'insuccès de cette initiative. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas bonne et qu'il faut laisser tomber le thème. Voilà, il y a des points forts, mais globalement, force est quand même de constater que ces éléments-là restent encore épars, restent un peu à la marge, un peu externe, un thème parmi d'autres, alors que parce qu'elle touche la production, qu'est-ce qu'on produit en termes de biens et de services, les syndicats devraient charpenter, à mon avis, toute leur politique syndicale à partir de cette question-là. C'est possible de le faire et tant que c'est pas fait, voilà, oui, on participe, mais c'est pas encore vraiment suffisamment prioritaire. Mais il y a des pistes pour améliorer et approfondir les luttes syndicales pour participer à construire le changement de trajectoire. Et à mon avis, dans ces luttes-là, il y en a une, c'est un peu le préalable. Et c'est une lutte qu'on peut mener ensemble, c'est celle de continuer à faire émerger, à thématiser et à exiger que toutes les mesures, même celles qui sont prises actuellement insuffisantes, etc., au niveau fédéral, au niveau cantonal, communal, etc., tiennent compte de la dimension de la justice sociale. Nous devons considérer l'accord de Paris et ce point-là comme un acquis. Ça a été acté. Il n'y a plus de débat et de discussion là-dessus. Il ne peut pas y avoir de bonnes lois et de bonnes mesures de lutte contre le réchauffement climatique si on n'y inclut pas des mesures qui concernent la justice sociale. Et
moi je trouve que le fait que ça a été acté dans l'accord de Paris et que nous devons considérer que c'est un acquis, ça légitime aussi nos luttes. Et voilà, il n'y a pas de quoi remettre en question, il n'y a pas de quoi tergiverser. Pourquoi je m'anime lorsque je dis ça? Parce que je constate, par les endroits où je représente le syndicat, que si je regarde les diverses lois cantonales, fédérales, les mesures qui sont prises, on privilégie les subventions aux entreprises pour les aider à changer d'équipement et avoir des équipements un peu moins polluants. On privilégie les subventions aux propriétaires immobiliers pour procéder à la rénovation thermique. On va aider les entreprises agricoles avec plus de subventions pour qu'elles fassent plus d'agriculture moins polluante et biologique, qu'elles développent la permaculture, etc., etc. Est-ce que nous pouvons constater dans toutes les lois cantonales qui sont en discussion actuellement, oui, elles ont des côtés intéressants, mais elles négligent, elles ignorent. L'angle mort, c'est la justice sociale. Dans aucune de ces lois qui sont actuellement débattues, il n'y a de mesures qui sont prises, par exemple, pour bloquer les loyers et empêcher l'augmentation des loyers lorsqu'on fait la rénovation thermique, par exemple, pour obliger les entreprises agricoles qui vont recevoir les fameuses subventions à peut-être réfléchir aux conditions de travail du personnel agricole, parce que je rappelle, le personnel agricole, en très grande majorité immigré, travaille à Genève 45 heures par semaine, à certaines saisons c'est 50 voire plus, et est payé de leurs 17 francs et des poussières. Donc voilà, si on donne des subventions pour le bio, peut-être qu'il faut exiger comme mesure d'améliorer les conditions de travail de ce personnel qui, avec le bio, va contribuer au bien vivre dans les limites planétaires. Voilà, ça c'est juste un exemple. Donc des subventions aux entreprises, sans aucune piste de création d'emplois écologiques, sans aucune piste même pour venir faciliter l'accès aux formations aux métiers verts. Alors que si on facilite l'accès aux formations aux métiers verts, peut-être ça donne plus envie de s'inscrire dans ces métiers-là, avec aucune mesure véritable pour venir protéger la santé des travailleuses et des travailleurs confrontés notamment au stress thermique, sans aucune mesure pour venir s'occuper collectivement un peu autrement de toute la question de la mobilité entre le domicile et les lieux de travail. Donc voilà, et nous avons ensemble un combat à mener. Nous devons refuser, critiquer, ne pas accepter les lois et les mesures qui négligent de s'occuper de la mise en œuvre de la justice sociale. Et on ne doit pas accepter de nous dire « ouais non mais ces éléments-là, c'est pas dans les lois climatiques, non ça doit être dans d'autres lois ». Non, c'est profondément lié. Donc pour moi ça c'est un peu le préalable à nos luttes. Maintenant, moi je pense qu'il y a deux luttes syndicales importantes à mener. Une, c'est sur la question de l'emploi et de la formation. La deuxième, c'est sur la protection de la santé au travail par rapport au stress thermique. Giulia l'a un peu abordé. Rien n'indique aujourd'hui dans les décisions des autorités que l'on va vers un changement de trajectoire. La question de l'emploi, elle est centrale dans le changement de trajectoire. Aujourd'hui, c'est le marché qui dicte. Et les autorités attendent que le marché règle, attendent que le marché invente des technologies qui peut-être dans 10, 20, 15 ans vont permettre de transiter. Ça va pas marcher comme ça. Dans cette salle, on le sait, le processus que nous revendiquons est un processus de politique volontariste et rapide qui consiste à anticiper les fermetures de secteurs liés aux fossiles et les diminutions d'emplois qu'il va y avoir dans ces secteurs-là, en créant simultanément et en développant simultanément les secteurs non polluants qui créent les emplois verts, les transports publics, les énergies renouvelables, l'agriculture durable, etc. Mais ça doit être des choix politiques et des choix
d'anticipation. S'il n'y a pas ces choix-là, c'est le marché. Et quand c'est le marché qui fait, il y a beaucoup de gens qui vont juste se retrouver au chômage et la direction vers la trajectoire, elle va être pas prise, soit prise beaucoup plus tard, soit pas prise du tout. Donc il y a un vrai enjeu à créer rapidement les emplois verts, non pas pour qu'ils génèrent des profits à court terme comme c'est le cas pour le marché, mais parce qu'ils sont là pour servir l'intérêt public de bien vivre dans les limites planétaires. Voilà, l'initiative 1000 emplois de la CGS s'inscrivait dans cette dimension-là. Il faut reprendre le sujet autrement. On ne peut pas laisser le marché tenter de résoudre la question. Il ne va pas le faire. Voilà, il me reste 3 minutes pour conclure. Il y a une piste qui est liée à l'emploi, c'est il faut qu'on mène des campagnes pour changer la hiérarchie des métiers et valoriser les métiers qui contribuent le plus à vivre bien dans les limites planétaires. Donc, typiquement, les métiers de l'agriculture, les métiers de la rénovation thermique des bâtiments, etc., etc. Et pour changer cette hiérarchie et changer la vision sur les métiers, évidemment, il faut changer les conditions de travail. J'ai dit avant le salaire des ouvriers agricoles. Dans un monde où on vit bien dans les limites planétaires, on ne peut pas accepter des salaires si bas. Et pour un tas d'autres professions, c'est la même chose. Il faudrait améliorer les conditions de travail de ces métiers-là pour donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de s'inscrire dans ces métiers-là. Et en parallèle, il faut changer les conditions de formation pour ces métiers-là. Il faut qu'on se batte pour le droit à des indemnités équivalentes salaires lorsqu'on entreprend les formations qui mènent à ces métiers-là. Ça, c'est une piste qu'on pourrait approfondir. L'autre volet, c'est la protection actuelle des travailleuses et des travailleurs confrontés au stress thermique et au travail en pleine canicule qui se répète 4-5 fois durant l'été est insuffisante en Suisse et à Genève. Et nous devons revendiquer que les lois genevoises incluent qu'à partir d'une certaine température, on arrête de travailler à l'extérieur parce qu'il faut protéger la santé. Et on prend de meilleures mesures pour protéger le travail à l'intérieur. Et l'autre mesure à laquelle il faut penser, c'est qu'il faut instituer un fonds qui vient payer les salariés lorsqu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils doivent arrêter le travail, parce qu'il est interdit de travailler, sinon la santé est mise en danger. Voilà, il faut instituer un fonds qui vient rémunérer les salariés, parce que sinon les employeurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est aujourd'hui tu as fini de bosser à midi, tu récupères les heures un autre jour. Et ça, pour la protection de la santé, ça ne tient pas la route. Donc voilà, c'est juste quelques pistes. Après, j'ai quelques idées sur comment on peut tisser et combiner des luttes sociales et des luttes syndicales, mais peut-être on peut y revenir lors du débat. Merci. Donc on m'a demandé de venir présenter. Je parle un peu avec plusieurs casquettes. Je suis à la fois coordinateur de l'association Active Trafic et aussi activiste climat, chez le Bande de Solidarité, pour être tout à fait transparent. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes. Là, je vais faire une présentation qui tourne vraiment autour de la question des transports et de l'Active Trafic pour placer ce sujet et j'espère que ça ne part pas dans trop de directions. Active Trafic s'est fondé au milieu des années 90 avec une idée de diviser le trafic par deux, diviser le trafic motorisé individuel en Suisse par deux en 10 ans, avec cette image qui le symbolise bien et qui était une idée utopiste à l'époque, qui paraissait complètement idéaliste et qui est aujourd'hui celle qui est dans le plan climat, par exemple genevois, plan climat cantonal, qui est de dire voilà, on doit diviser par deux le trafic ces 10 prochaines années et par 5 en une génération ensuite. Ça, c'est la trajectoire qu'on devrait suivre du point de vue climatique. À l'époque, on a perdu dans les grandes largeurs. C'est la première affiche que vous voyez avec l'espèce d'éléphant, où on a fait même pas 20% de voix au niveau suisse, mais ça a constitué l'association qui ensuite a fait des initiatives des villes. C'est la deuxième affiche, c'était pour Genève, et puis des initiatives plus récemment dans 10 villes suisses, qui s'appellent les initiatives climat urbain, qui demandent de, en gros, réallouer l'espace public pour les mobilités durables et la végétation, afin aussi de s'adapter au changement climatique et aux canicules. On a tout un pan d'activité aussi sur la question du trafic aérien, de la lutte contre le développement du trafic aérien et pour les trains de nuit. Mais je ne vais pas trop l'aborder ici, je vais me concentrer parce qu'il n'y a pas non plus un temps illimité pour parler de la question du trafic terrestre.
Pourquoi c'est une chose importante? Alors, Julia vous a montré tout à l'heure le graphique mondial des transports. Ça, c'est en Suisse. Les transports, ça reste le seul secteur qui ne diminue pas et qui reste important et qui est le premier secteur en fait en Suisse. Plus encore si on prend l'impact climatique, c'est-à-dire qu'en gros, ce que je vous ai montré avant, c'est les émissions de CO2, puis l'impact climatique, c'est quand on parle du trafic aérien, quand on émet des gaz dans l'atmosphère élevée, enfin en avion, en altitude, on a des effets climatiques qui sont 3 fois plus importants que les émissions réelles de CO2 de l'avion. Donc si on prend l'avion et le trafic terrestre, c'est la moitié de nos émissions, enfin de notre impact climatique en Suisse. Pourquoi s'intéresser à la question du trafic? Comment on en est arrivé avec une telle dépendance et une telle masse de notre impact qui est due à ça? C'est notamment dû, alors vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé dans les années 20 ou 30 aux États-Unis où il y avait des tramways dans des tas de villes et il y a General Motors et d'autres entreprises qui se sont accaparées des compagnies de tramway et qui ont fait ce que le capitalisme avait envie à l'époque et besoin, c'était de démanteler ces compagnies, de les rendre plus rentables et d'y mettre à la place des voitures et des bus thermiques. Donc on gère un immense projet de transformation de l'espace urbain. On a centré l'aménagement sur la voiture, ce qui nous verrouille en fait dans une espèce de logique où il y a une dépendance forte. C'est un peu le thème que je vais aborder, la question de la dépendance automobile. On le voit, ça c'est un exemple genevois, la route des jeunes. Typiquement, voilà, ces environnements urbains hostiles dans lesquels prédomine un mode de transport sur tous les autres. Et puis ce que je vous ai expliqué sur les trams aux États-Unis est bien sûr valable aussi ici. Il y avait 169 km de lignes de tram à Genève dans les années 20. On avait un réseau de trams qui amenait jusqu'aux frontières françaises, jusqu'à J, enfin partout. Et tout ça a été démantelé petit à petit jusqu'à ce qu'en les années 60, on se retrouve plus qu'avec une ligne de tram, la 12, qui est la seule qui est restée en fonction, sur 6 km. Donc on est passé de 169 km à 6. Et ce démantèlement, il s'est fait pour part par ce que j'expliquais, voilà, les entreprises, mais aussi par une idéologie générale, une culture automobile qui s'est développée, mais qui au tout début, c'est quand même à rencontrer une certaine résistance. Alors c'est un épisode qui est intéressant, c'est l'épisode des Grisons, qui a pendant longtemps refusé l'automobile sur son territoire, enfin pendant longtemps, jusqu'en 1925, et il a fallu faire voter la population 5 fois sur la question pour qu'au final ils finissent par accepter. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, ils ont mis un tronçon à l'essai pour dire on peut quand même essayer. Il y avait une forte pression. À l'époque, c'était un peu un loisir de bourgeois. Voilà, il fallait énormément d'argent pour se payer une voiture. Puis ils allaient vite, ça puait. Enfin, bon, c'est toujours pareil. Mais disons, c'était vraiment pas une chose, enfin, pas un hobby de masse. Et c'était très largement refusé par la population, notamment paysanne. Et la dernière votation s'est tenue quand les paysans étaient à l'alpage. Et c'est comme ça que ça a fini par être validé. Voilà. Dans les Grisons. Après, je vous ai donné 2-3 éléments plus ou moins connus sur l'automobile. Je trouve qu'il y a des chiffres qui sont quand même forts, qu'il faut avoir en tête. C'est que la voiture, enfin les routes dans le monde provoquent 1,5 million de morts par an. Et donc ça, c'est les morts sur les routes. La moitié, c'est des piétons, des cyclistes ou des motards. Et l'autre moitié, c'est dans des voitures ou camions. Et ça veut dire 3700 morts par jour, c'est l'équivalent d'un 11 septembre 2001 chaque jour sur les routes du monde. C'est la première cause de mortalité chez les 5-29 ans, et puis on parle toujours des accidents de la route, comme si c'était un peu la faute à pas de chance. En réalité, c'est pas des accidents, c'est des collisions, c'est le résultat de politiques qui tolèrent, voire favorisent la violence motorisée. Alors on le sait, la pollution de l'air est un vaste problème. Juste le site de Guardian a fait récemment un très beau dossier interactif. On peut zoomer sur la carte d'Europe, y compris jusqu'à sa commune précise pour voir la pollution de l'air dans sa commune. Et on voit qu'une énorme partie de la population européenne vit avec largement au-dessus des normes de l'OMS, et 2/3 de la population qui vit avec des pollutions 2 fois supérieures. Une chose qu'on sait moins, c'est que l'abrasion des pneus est une source majeure de pollution plastique dans la nature. En Suisse, c'est autour de la moitié de la pollution plastique et des microplastiques dans la nature qui est due à l'abrasion des pneus. Donc on parle souvent des pailles en plastique et des emballages plastiques, c'est bien de se soucier de ça, mais en réalité, une part importante est due simplement au nombre de voitures qui roulent. Et puis une autre chose qu'on dit moins, et j'aime bien cette étude qui montre 3 rues d'un même quartier à Bristol en Angleterre, c'est à quel point la voiture détruit nos liens sociaux, détruit nos communautés au sens d'amitié et de lien.
Ça, c'est une rue à Bristol avec un trafic assez léger, 140 véhicules par jour, autant dire qu'il y a presque personne qui passe dans cette rue. Et ils ont demandé aux gens de dire avec qui dans la rue ils ont des connaissances. Soit ils sont amis, soit ils sont juste connaissances. Et on voit qu'ils estiment, voilà, ça c'est tous les liens qu'il y a entre les gens dans cette rue. Voilà, en gros 5,3 amis par personne, 6 connaissances. Ça c'est dans une rue tout proche de là, mais avec 8400 véhicules qui passent chaque jour. Et on voit que le nombre d'amis et de connaissances se divise par 2. Et puis dans une rue où il y a 21 000 véhicules par jour, là, on n'a plus que 1,15 amis par personne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans des rues où il y a 20 000 voitures qui passent, on ne s'arrête pas sur le trottoir pour discuter, on ne connaît pas ses voisins, on n'a plus de liens sociaux, et tout ça, c'est une part importante, un peu cachée, méconnue des méfaits automobiles sur nos vies et nos villes. Un autre aspect, c'est que la voiture renforce les inégalités sociales. On sait que pour une voiture en Suisse, on estime environ 10 000 francs par an les coûts d'un véhicule automobile, dans l'assurance, le parking, l'essence, etc., etc. Donc quand on instaure que pour accéder aux biens et services de base, on doit être dépendant d'une telle dépense, on fait peser un coût gigantesque sur la population, et bien sûr c'est les plus précaires qui en payent le plus grand prix, donc c'est ceux qui en souffrent le plus. En France, on sait que les 10% plus aisés possèdent 2 fois plus de voitures que les 10% plus pauvres. Donc plus on est riche, plus on a de voitures, plus on roule avec, plus on se déplace loin, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors ces réalités, elles sont évidemment tempérées par des questions géographiques, c'est moins le cas, enfin on est plus fortement tous dépendants de la voiture dans les régions rurales et un peu moins dans les villes, mais la tendance réelle, elle est vraiment à cette inégalité sociale où en fait on croit on serait tous logés à la même enseigne, et en fait non. Et puis en plus, les plus précaires sont en première ligne des nuisances automobiles, puisqu'ils vivent à proximité des grands axes souvent. Les plus riches, ça c'est le tableau qui montre bien, quoi. Les plus riches, il est très mal... Bref, très mauvaise définition, j'en suis navré. Mais en gros, c'est les pourcentiles de richesse des ménages, et puis à gauche, le premier pourcentile, donc les plus pauvres, et à droite, les plus riches, qui montrent bien que les plus riches sont les plus motorisés, et voilà, ceux qui en fait en plus font un usage le plus courant de la voiture. Ce qui veut dire que quand on fait des rabais sur l'essence, comme ça a été fait en France en 2022, en fait, on fait une subvention aux plus riches. C'est-à-dire qu'ils ont calculé que ça a profité 2 fois plus aux ménages aisés qu'aux ménages les plus pauvres. Donc c'est des mesures qui sont socialement régressives, parce qu'on donne de l'argent à des gens qui vont faire des tours à la plage en Porsche Cayenne, alors qu'il y a une partie de la population qui parfois n'a pas du tout de voiture, parce qu'elle n'a même pas les moyens de payer une, et qui ne touche pas du tout l'argent de ces subventions. Et puis donc c'est pour les politiques de l'arrosoir qui sont problématiques, qui devraient être bien mieux ciblées, et ciblées vers la sortie de la dépendance automobile. La dépendance automobile, expliquée très simplement, c'est ça, c'est en gros, les transports publics sont lents et inefficaces. On doit donc avoir une voiture. Ensuite, comme il y en a partout, il faut bien adapter la ville à ces voitures. Du coup, les transports publics, on a moins d'argent pour les financer, et ils sont aussi plus longs et plus inefficaces parce qu'ils sont coincés dans les bouchons. Et c'est un cercle vicieux qui s'auto-renforce, avec aussi un effet, avec la hausse de la pollution, du bruit des accidents, une partie de la population qui du coup fuit les villes, s'installe en périphérie, des périphéries qui sont hyper dépendantes de l'automobile parce que un étalement urbain où on rêve de la maison pavillonnaire, il y a vraiment un effet hyper important de l'aménagement du territoire aussi, où on aménage le territoire avec des maisons individuelles qui rendent les gens dépendants, et puis qui augmentent les distances, etc. Et ça se renforce. Ça, c'est une notion qui est très intéressante, c'est un chercheur français, Aurélien Bigot, qui le montre, c'est qu'en fait, depuis 2 siècles, on consacre à peu près toujours le même temps chaque jour à nos déplacements. Environ 1 heure par jour. On n'a pas beaucoup changé, on fait toujours 3 à 4 déplacements par jour, et ça dure environ 1 heure. Sauf qu'à l'époque, on le faisait à pied, et on faisait 5 km, et aujourd'hui, on fait plutôt 50 km. Ce qui veut dire que en fait, la voiture, elle ne nous sert pas à passer moins de temps dans les transports, elle nous sert à en fait, aller plus loin, elle a augmenté simplement les distances. Et du coup, l'aménagement du territoire, il a suivi, et ça c'est une petite animation, parce que c'est pas utile de vous la montrer, mais en gros, c'est Vevey, la région de la Riviera vaudoise, c'est le train en rose, et puis ça, l'aménagement du territoire autour, les gens s'installaient autour des voies ferrées, et puis à partir de 1965, il y a l'autoroute qui arrive, et là, tout à coup, il y a un étalement urbain phénoménal. Ça montre quoi? Ça montre que c'est pas parce que les gens se sont étalés en périphérie qu'on a dû faire des routes pour leur permettre de se déplacer et puis de rejoindre les centres urbains, mais c'est parce qu'on a fait des routes et qu'on a instauré cette dépendance à l'automobile qu'on a pu s'installer en périphérie. Voilà. Au niveau de la poule et l'œuf, c'est une notion qui n'est pas souvent comprise. Et puis ensuite, quand on redéveloppe encore l'infrastructure routière,
on crée un développement centré autour de la voiture. À chaque fois qu'on élargit une voie d'autoroute, qu'on crée une bretelle, on va créer des lotissements qui sont accessibles uniquement en voiture, on va créer des places de travail qui sont accessibles uniquement en voiture, on va créer des centres commerciaux, de loisirs accessibles uniquement en voiture, ce qui fait que tous ces gens ensuite qui vont utiliser ces lieux-là pour dire mais moi je n'ai pas le choix, je suis obligé d'être en voiture. Parce qu'on aura créé l'infrastructure autour de ça, et c'est pour ça qu'il faut impérativement agir sur les questions d'aménagement du territoire et d'infrastructures routières. Alors il y a une bataille importante qui s'ouvre en Suisse depuis cette semaine, c'est le référendum sur les nouvelles autoroutes. Il y a 5,3 milliards qui ont été votés par le Parlement pour créer 5 projets autoroutiers, c'est parfois des élargissements, parfois des tunnels, dans 5 endroits en Suisse, dont Genève-Nyon. Et ces 5,3 milliards, c'est que le début, puisque jusqu'en 2040-45, on a environ 35 milliards qui sont planifiés pour des nouveaux projets autoroutiers. Donc c'est démentiel, c'est des sommes colossales qui sont investies pour des routes qui en fait, et c'est ça le pire, vont être totalement inutiles, parce que le trafic induit, c'est un phénomène qui est connu depuis longtemps, mais qui est aussi mal connu, c'est le fait que quand on élargit des routes, en fait, on génère du nouveau trafic, des gens qui ne venaient pas par cet endroit-là, ou qui ne venaient pas à cette heure-ci, vont finir par utiliser la voiture, ou aller au restaurant à 20 ou 30 km plutôt que celui qui est à 5 près de chez eux. Et au final, on peut arriver à des extrémités comme cette autoroute à Houston, aux États-Unis, où ils ont 26 pistes, et puis ils ont encore des embouteillages. C'est une folie, et c'est un mythe de Sisyphe moderne qu'on peut poursuivre jusqu'à avoir bétonné l'entier de la planète, quasiment. Je passe là-dessus parce que ça dit grosso modo la même chose. Donc la lutte sur les projets d'autoroute, c'est vraiment un élément central aujourd'hui. Vous avez... Là, ouais, alors, je suis très loin d'avoir conclu. Je vais aller plus vite. Donc il y a 55 projets autoroutiers aussi contestés en France. Vous avez sûrement entendu parler de la lutte autour de l'A69 Toulouse-Castres, qui est loin d'être terminée. On parle beaucoup du miracle de la voiture électrique. Alors il faut être clair, pas mentir sur ça. Du point de vue climat et des émissions de CO2, la voiture électrique permet, pour autant que le mix électrique soit peu carboné, des vraies réductions d'émissions de 2 à 4 fois environ, mais elle ne résout pas du tout tous les problèmes parce que la fabrication elle est extrêmement coûteuse énergétiquement et écologiquement, et puis elle pose des problèmes, c'est-à-dire que le remplacement du parc ne viendra jamais assez vite pour atteindre nos objectifs climatiques. Il y a une pression extractiviste parce qu'il faut extraire des tonnes de lithium, et puis une pression sur la consommation d'électricité. On a vu l'hiver passé les pénuries, on verra les hivers prochains qui risquent aussi d'être difficiles. Donc on ne peut pas se permettre d'électrifier toute la mobilité actuelle. Et puis bien sûr, il y a tous les autres aspects qui ne sont pas résolus. Et puis on ne peut pas remplacer les 1,5 milliard de voitures thermiques qu'on a aujourd'hui dans le monde par 1,5 milliard de voitures électriques. C'est une aberration. Il va falloir massivement réduire le trafic. Ça, je vais passer. Je résumerai, en fait, on pourrait faire une liste à la Prévert des choses à faire dans cette bataille, mais j'ai pris 3 angles et c'est totalement incomplet et j'en suis désolé. 3 batailles pour en sortir. Il y a la bataille de l'espace, de la puissance et des alternatives. La bataille de l'espace, c'est d'abord rééquilibrer l'espace urbain, ça c'est Genève. Ça c'est les espaces accessibles aux piétons, transports publics et vélos aujourd'hui. Ça c'est les espaces accessibles au trafic motorisé, donc voies de circulation, stationnement. Et on se rend compte qu'en fait on a 2 tiers de l'espace public qui est colonisé et utilisé pour le trafic motorisé. Et dans le tiers restant se servent les autres modes, piétons, vélo, transport public. Donc quand on dit qu'il y a des conflits piétons-vélo, c'est pas pour rien. Quand on dit que les chauffeurs de bus deviennent fous à cause des cyclistes, c'est normal. C'est parce qu'en fait, les espaces réservés pour ces modes sont infiniment trop petits par rapport aux réels besoins, puisque le trafic motorisé ne couvre qu'à peine, un peu plus d'un quart des déplacements. Donc en fait, on a un mode très minoritaire dans les déplacements qui utilise une écrasante majorité de l'espace. L'écrasante majorité de l'espace, ça c'est juste le stationnement dans les 10 communes les plus importantes de Genève. C'est 385 000 m², ça correspond à 54 terrains de football, quoi. L'autre aspect de la bataille de l'espace, c'est donc bien sûr bloquer les infrastructures. On a parlé des autoroutes, il faut les considérer comme des infrastructures fossiles. Elles nous verrouillent dans une consommation énergétique aux antipodes de la sobriété qu'évoquait Julia tout à l'heure. Et puis la bataille de l'espace, c'est aussi aménager le territoire pour des courtes distances. Ça c'est une carte intéressante, une étude du bureau Sisté qui a fait vraiment une recherche sur la compacité, quels territoires permettent d'accéder à des services à proximité. Où est-ce qu'on a des commerces, un café, des services publics, une poste, etc. à une distance plus ou moins forte, et on voit que le territoire il est très mal équilibré, et puis qu'il y a des zones entières, notamment en France voisine, qui sont extrêmement peu compactes et dans lesquelles du coup il y a une très forte dépendance à l'automobile, et on doit viser exactement l'inverse de ces espaces étalés avec la ville au quart d'heure dans laquelle on peut accéder aux services essentiels en moins de 15 minutes de marche ou de vélo.
La deuxième notion que je voulais donner, c'est la bataille sur la puissance. Il faut ralentir les vitesses. Pourquoi? Parce que les dommages collatéraux de la voiture, ils sont exponentiels plus on augmente la vitesse. Là, c'est la courbe des risques de mourir quand on est piéton. À 30 à l'heure, c'est 10 ou 15% environ de chances de risque de mourir quand on est piéton et qu'on est collisionné avec une voiture qui va à 30. Et puis à 50, on voit qu'on est déjà à 90% de risque de mourir. Donc en fait, on a des dommages, et ça c'est valable pour les accidents, mais c'est valable aussi pour le bruit, c'est valable pour la pollution, c'est valable pour les nuisances sur la nature, la faune et la flore, etc. Et dans la bataille de la puissance, il y a bien sûr la question de la limitation du poids et de la taille des véhicules, y compris électriques, bien sûr, comme le énorme Hummer de Biden ici, parce que ces véhicules électriques surdimensionnés peuvent potentiellement augmenter nos émissions de CO2 plutôt que les réduire. Donc il ne faut pas seulement électrifier le parc et réduire le nombre de voitures en circulation massivement, il faut aussi réduire la taille et le poids des véhicules et inventer toute une catégorie de véhicules intermédiaires. Enfin, pour la plupart, ils sont inventés, mais à développer. On connaît le vélo, on voit de plus en plus de vélos cargo, mais il y a des éléments pour des endroits, des zones rurales plus difficiles d'accès ou des personnes qui ne peuvent pas faire de vélo, des modes de transport légers, compacts, qui peuvent être qui doivent être lents et légers, qui sont tous ces véhicules intermédiaires. Et puis la troisième chose, et là on pourrait aussi parler des heures, de tarifs, d'espace, etc., c'est la bataille des alternatives, bien sûr, on le sait, développer les transports publics, développer dans les villes la marche et le vélo. Et puis une dernière chose sur les alternatives, c'est qu'il faut absolument qu'on change nos usages de la voiture. On doit impérativement passer du véhicule individuel au véhicule partagé pour se démotoriser. On sait qu'une voiture partagée, ça remplace parfois jusqu'à 9 voitures individuelles. Donc plutôt que de posséder chacun sa voiture, il faut vraiment qu'on se mette à les partager, c'est absolument indispensable. Et puis ça permet aussi d'éviter les usages réflexes de la voiture. Quand on va planifier, on va en prendre une, et bien on l'utilise moins souvent que si on la possède. Et puis qu'elle traîne dans le garage, et puis qu'il faut de toute façon la faire rouler, et puis qu'il faut... Voilà, donc on a un chemin extrêmement long en théorie pour sortir de la dépendance automobile, et pourtant on n'a pas le temps. Donc il va falloir y aller, il va falloir faire face à des résistances, je suis bientôt fini, des résistances notamment de la culture automobile, ça c'est les traditions du cold rolling aux États-Unis où des types se font plaisir d'asperger les types en Tesla ou à pied ou à vélo d'espèces de fumée noire. Donc on a un truc qui est tellement ancré pour des gens dans la virilité, la masculinité, dans le mode de vie et dans l'accession à un statut social à travers l'automobile qu'il va falloir bouleverser tout ça, et ça va pas être simple. Et puis il y a aussi ce truc qui est valable dans plein de domaines, c'est que quand on est habitué au privilège, l'égalité est ressentie souvent comme une oppression. Et donc ça c'est vraiment l'automobiliste opprimé qui a l'impression qu'on lui fait la guerre en permanence parce qu'on a aménagé une piste cyclable ou une voie de bus. Voilà, il va falloir changer nos modes de pensée, lutter contre la publicité automobile et changer ce qui est socialement valorisé. Et puis prendre conscience que c'est pas une question apolitique. On l'a vu encore l'autre jour au Conseil des États à Genève, en Suisse, à Berne, où il y a eu plusieurs élus socialistes ou verts qui se sont soit abstenus, soit qui ont même voté oui au projet d'autoroute. Ils ont ensuite, lors du vote final, pour la plupart, corrigé leur vote vers la gauche, c'est-à-dire qu'ils se sont plutôt abstenus ou fini par voter non, sous pression des mouvements climat et des personnes qui leur ont écrit. Mais ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, c'est des gens qui, sur d'autres sujets, ne se seraient jamais permis de voter de cette façon-là ou de manière déviante, parce qu'en fait, on a cette idée que la voiture est un truc apolitique, et que pendant longtemps, construire des routes, c'était quelque chose de tout à fait partagé, qui faisait consensus, parce qu'on se disait que ça désenclavait les territoires, ça c'est le mot qu'utilise cette... dame en bas à droite, Carole Delga, qui est présidente de la région Occitanie, qui soutient mordicus l'autoroute A69, ou d'autres politiques qu'on voit qui sont encore dans cette logique que l'automobile. En fait, on doit casser absolument cette idée que c'est un élément apolitique et que c'est vraiment une bataille centrale pour la planète et même pour la justice sociale. Et puis il y a une notion importante, c'est qu'il va falloir évidemment lutter contre l'emprise extrêmement forte du lobby automobile sur l'État, sur les institutions et même sur les syndicats. Alors ça ne vise pas le site, mais sur les syndicats dans certains endroits qui n'ont pas encore fait leur mue antiproductiviste ou défendre des travailleurs qui sont dans le secteur de l'automobile et avec lesquels il va falloir travailler vers la reconversion plutôt que vers la défense stricte de l'emploi dans le secteur automobile tel qu'il est actuellement, mais plutôt vers une transition. Et pour ça, il va falloir énormément de travail, et quand on voit qu'on a réussi à
avoir au département des transports un lobbyiste du pétrole et de la voiture. On se dit que le chemin à parcourir est encore malheureusement long, mais cette autre vision du monde, ici en image d'intelligence artificielle pour faire montre qu'on a, enfin disons, c'est toute une vision du monde qu'il faut changer et transformer pour créer demain un monde dans lequel on pourra vivre avec, si pas zéro voiture, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. Merci. Merci à vous, merci à tous et toutes. Et puis rendez-vous à la